Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité de la semaine, revisitée et décortiquée par les spécialistes de l'information, c'est bien sûr dans votre émission Club Média 7. Club Média 7 qui reçoit ce dimanche soir Yves-Patrick Loko. Yves-Patrick Loko, bonsoir. Bonsoir, chers collègues et confrères Lenaïk Adbazaou. Bonsoir aux téléspectateurs et ceux qui aiment bien suivre cette émission. Vous présentez la revue de presse sur Radio Bénin tous les matins, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, un exercice passionnant? Un exercice très passionnant. C'est vrai qu'il faut se lever tôt, mais on y arrive par la grâce de Dieu. Jules Léon Kitty devrait être avec nous. Il va nous rejoindre certainement en cours d'émission. Avant tout autre propos, suivons ici la revue de presse hebdomadaire que nous présente Marcel Arossi. Tous ceux qui viennent voir le Bénin de près n'hésitent pas à y investir. Patrice Talon, face aux investisseurs français, a vanté la destination de son pays. Opération de charme pour tenter de changer la mauvaise perception qu'ils ont des pays d'Afrique selon Fraternité. Comme à son habitude, selon Info Matin, le président Patrice Talon lui-même, issu du monde des affaires, puisqu'ayant fait fortune dans le coton dans son pays avant de passer la main, a montré une bonne maîtrise de ses dossiers et a été assez incisif, notamment dans sa démonstration de la passerelle de succès qui peut être établie entre les success stories des affaires et les politiques de développement possibles d'un pays. Rien n'a été mis de côté par un Patrice Talon qui a déclenché des applaudissements dans son auditoire visiblement conquis, notamment quand il exprimait avec ses propres mots sa proximité linguistique, culturelle, son aisance relationnelle et même celle de son patronyme avec ceux de ses hôtes. Cependant, Info Matin veut espérer que si les propos peuvent être dans un autre contexte géopolitique, lus et interprétés autrement, il faut néanmoins comprendre en première intention qu'il se place dans un contexte de séduction pour rejoindre un peu Fraternité. Quoi qu'il en soit, mes confrères souhaitent pour le Bénin et pourquoi pas moi que ces applaudissements des entrepreneurs et investisseurs français se traduisent d'ici quelques semaines, tout au moins en termes de participation dans la mise en place de l'étoffe économique du pays qui est en quête d'une bonne rampe de lancement pour son essor durable. Relations gouvernement-travailleurs, le silence du gouvernement agace. Un des facteurs qui suscite l'indignation des travailleurs selon Anselme Amoussou est la rupture du dialogue social entre le gouvernement et les centrales et confédérations syndicales. Le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin pointe un doigt accusateur sur le gouvernement qu'il dit être à l'origine de la rupture du dialogue entre les deux entités. Ces propos sont relayés par le Matinal. Le syndicalisme développé depuis 2016 devrait amener le gouvernement à se raviser sur sa perception vis-à-vis du dialogue social. Recourir au dialogue social est loin d'être une faiblesse. C'est une force qu'il faut utiliser selon Anselme Amoussou. Mais à travers un communiqué publié le 30 août à Cotonou invitant les organisations syndicales représentatives aux traditionnelles négociations le 8 septembre prochain, selon Fraternité, le gouvernement entend régler certaines questions préjudiciables à une bonne rentrée scolaire. Et la réplique n'a pas tardé. Selon l'événement précis, les centrales syndicales ne veulent pas d'une deuxième session de négociation sans avoir fini avec la première. En réponse à l'invitation du gouvernement à prendre part aux négociations de la deuxième session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation, la CSA Bénin et la COSI Bénin ont brandi dans une correspondance en date du jeudi 1er septembre au ministre d'État Abdoulaye Biotchane des points d'incompréhension. Pourquoi organiser une deuxième session ordinaire alors même que la première session ordinaire ouverte le 26 avril 2022 n'a jamais été achevée et que l'ensemble des revendications n'a pas été discutées et vidées, ont-elles répliqué. Par ailleurs, les centrales exigent, entre autres points à l'ordre du jour, la revalorisation des salaires selon l'événement précis. Vague d'adhésion tous azimuts de dernière minute, opportunisme ou conviction politique, du mercato dans l'arène politique au Bénin. C'est à ce spectacle que la population assiste depuis quelques semaines. De la droite à la gauche, le changement de chapelle politique est très vite fait. En cette veille des prochaines législatives, ces mouvements se font enregistrer à foison. Pour Info Matin, il y en a qui sont à la fois dépourvus de conviction politique que d'opportunité. Et le journal souhaite que le législateur retourne à l'Assemblée nationale afin de mieux renforcer certains articles.
pour siffler la fin de cette pagaille. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. Le grand regard, vie des partis politiques. Qui résistera devant le rouleau compresseur de Djogbenou? Point d'interrogation. Matin libre, montée des eaux un peu partout vers les inondations de 2010 au Bénin. Point d'interrogation. La Nouvelle Tribune, Union des professionnels des médias du Bénin. L'Assemblée générale élective finit dans la confusion. Le décryptage des faits saillants de l'actualité nationale, c'est dans la rubrique 7 jours au Bénin. Yves-Patrick Loco, invité d'honneur à la rencontre des entrepreneurs de France, Patrice Talon, avec l'éloquence et le talent d'orateur dont lui seul a le secret, a su convaincre son auditoire avec pédagogie, brio et maestria. Le Bénin, c'est le pays où il faut investir. Absolument, le Bénin, c'est le pays où il faut investir et c'est d'ailleurs un honneur pour le Bénin d'être invité à cette rencontre du MEDEF des entrepreneurs de France. Vous savez, le chef de l'État béninois, Patrice Talon, était le seul chef d'État africain invité à cette rencontre. Donc, c'est tout un point que gagne notre pays, le Bénin, à travers cette participation-là à cette rencontre des entrepreneurs de France. Le chef de l'État, avec son franc-parler, a pu convaincre. Vous savez comment ça se passe, ces piches-là, dans des rencontres internationales. Souvent, c'est 5 minutes, c'est peut-être plus 10 minutes où il faut convaincre, présenter son pays. Il a fait environ une vingtaine de minutes et je crois que les entrepreneurs français ont été véritablement séduits par la prestation du chef d'État béninois et ils vont arriver au Bénin en masse. L'hôte du MEDEF a mis le curseur sur 3 facteurs, à savoir l'ambition, le sérieux et le labeur, des ingrédients qui ont généré son succès personnel et qu'il met au service du développement du Bénin. Patrice Talon, avant de briguer la présidence du Bénin pour la toute première fois, en avril 2016, était, vous le savez bien, un patron de société, un patron qui a su gérer ses entreprises avec prospérité. Et je crois que c'est cette marque-là qu'il imprime à notre pays. C'est vrai que des détracteurs peuvent dire qu'on ne gère pas un pays comme une entreprise, mais je crois que Patrice Talon est en train d'imprimer vraiment une sérieuse marque à notre pays et ce qui va développer davantage ce Bénin-là que nous connaissions tous, ce Bénin qui se développe véritablement depuis 2016. Moi, je suis natif d'Akpakpa. J'ai vu Akpakpa, par exemple, entre autres exemples, j'ai vu cette zone-là, une zone marécageuse, une zone qui était dans l'insécurité et tout. Aujourd'hui, vous circulez la nuit à Akpakpa, par exemple, c'est des pavés partout, issus de ce programme d'asphaltage, c'est des lampadaires partout. Donc, les choses changent véritablement. Aujourd'hui, notre port est attractif. Aujourd'hui, beaucoup de secteurs sont attractifs et je crois que c'est à l'actif du président Talon et il va continuer cette marche-là jusqu'à 2026 et peut-être au-delà si après son départ, on a des gens qui véritablement ont envie et qui doivent normalement continuer ce qu'il a fait. Autonomie énergétique, sécurité garantie, réforme législative, un cocktail de conditions favorables donc au climat des affaires au Bénin. Un cocktail qui est très favorable au climat des affaires au Bénin, et je l'ai dit tantôt, c'est à l'actif de Patrice Talon, c'est à l'actif de tous les Béninois d'ailleurs, puisque depuis 2016, les habitudes ont changé véritablement. Aujourd'hui, le respect du bien public est un acquis. Aujourd'hui, on ne fait plus de la pagaille, entre griffes. Il y a des choses, il y a des habitudes que le Béninois avait et qu'il délaisse aujourd'hui. Et depuis 2016, cette marque-là qui a été vraiment mise sur le Bénin, cette marque
est en train de faire tache d'huile et ça va continuer par la grâce de Dieu. À l'hippodrome de Longchamp, Patrice Talon a également évoqué l'encadrement du droit de grève au dit du président de la République. Un pays qui aspire au développement devrait s'imposer un minimum de discipline. C'est vrai, ça peut choquer. Vous savez, quand il s'entretenait avec le présentateur, vous avez remarqué que ce présentateur-là a été quelque peu choqué par les propos du président de la République, mais c'était des propos sincères. C'est une déclaration très sincère. Sans langue de bois. Sans langue de bois qu'a faite Patrice Talon. Mais à l'interne, vous savez, tous les discours qu'il y a eu à propos de cette interdiction du droit de grève pour les travailleurs, par exemple, c'est vrai, le droit de grève la grève n'est pas totalement interdite 2 jours par mois, 10 jours plus dans l'année. Vous vous rappelez, dans les hôpitaux, sans service minimum, il y avait des grèves. Il y a à l'école, les enfants, les écoliers, les élèves, même les étudiants. On a frôlé des années blanches. Voilà, on a frôlé des années blanches, ce qui n'est pas bien pour le développement d'un pays. Les tribunaux qui étaient aussi au ralenti. Voilà, les tribunaux qui étaient au ralenti avec des magistrats en grève, le personnel judiciaire qui était également en grève. Ce n'est pas des choses qui peuvent faire développer un pays, c'est vrai. Et il a dit à foison dans sa déclaration, c'est des luxes que peuvent se permettre des pays développés. Mais ici, des pays que moi j'appelle déjà en vacances, mais pour des pays qui ont commencé les premiers jours de l'année scolaire, c'est pas des luxes qu'il faut se permettre. Patrice Talon l'a dit, il fallait faire quelque chose pour que véritablement les secteurs vitaux soient sauvés. Imaginez au CNHU, il y a grève pendant des jours, des gens meurent en cascade. C'était même une menace. C'était même une menace des syndicalistes et Patrice Talon l'a fait remarquer. On dit, des syndicalistes lui ont dit, on va vous rendre le pays invivable. Ce n'est pas des choses qui peuvent se faire dans des pays qui veulent se développer. Et le Bénin, c'est un pays pauvre, enfin, ne l'est plus forcément. Maintenant, on tend vers la prospérité. Donc, ce n'est pas des choses qu'il faut faire dans un pays qui tend à se développer. Le Bénin, une tête d'opportunité, un beau discours qui a conquis le patronat français. Absolument. Et on attend que les patrons d'entreprises françaises, on attend que les investisseurs français débarquent en masse au Bénin. Le chef de l'État l'a dit, actuellement c'est beaucoup d'Asiatiques à la GDZ, vous savez, la zone économique industrielle, voilà, de Glodjigbe. La Glodjigbe Industrial Zone qui accueille beaucoup d'investisseurs, mais le chef de l'État attend vraiment des investisseurs français pour véritablement investir dans cette zone économique. Un autre sujet qui aura marqué l'actualité de la semaine écoulée, c'est la fin de la saison 2 de l'exposition Diptyque au Palais de la Marina. À l'heure du bilan, on a recensé 35 000 visiteurs venus de 114 pays pour admirer les trésors royaux. Je sais que c'est un sujet qui doit vous intéresser particulièrement, ah oui, vous qui avez soutenu très récemment un master sur la question. Absolument. D'abord, pour la toute première exposition qui a duré de février à mai, on a eu plus de 180 000 visiteurs. La saison 2, 35 000 visiteurs. C'est à encourager, c'était une très belle initiative. Vous savez, c'est pas pour la première fois, ça se passe au monde. Et en cela, on parlait de la France tantôt. Il y a quelques siècles de cela, le roi Louis XIV a ouvert son palais à sa population. Les gens pouvaient venir contempler toute l'attractivité que pouvait offrir un palais. Et c'est ce qui a été fait ici également au Bénin. Le palais de la présidence de la République, c'est un endroit mythique pour les populations.
mais qu'on ouvre ce palais-là aux populations. C'était une très belle initiative, pensée, bien conçue par le Bénin. Et à cette occasion, beaucoup, même si ce n'était pas forcément pour apprécier les œuvres, il fallait entrer dans cette maison-là parce que pour certains, c'est une porte infranchissable, le palais de la République. Mais pendant quelques mois pour la première édition et pendant quelques semaines pour la deuxième édition, des Béninois sont entrés dans la salle du peuple et la salle des fêtes où il y a eu cette exposition diptyque. D'abord, il y a les 26 trésors royaux restitués par la France au Bénin et les 104 œuvres de quelques artistes béninois contemporains, voilà, des artistes béninois vivant au Bénin ou dans sa diaspora. Et c'était vraiment une initiative à encourager. Moi, j'aurais bien voulu qu'en attendant que les œuvres aillent ailleurs, qu'on rouvre une troisième phase, voilà, une troisième phase d'exposition, qu'on impose des visites aux élèves et écoliers et étudiants, par exemple. Les sorties pédagogiques seraient très bienvenues pour visiter ces œuvres-là. Prochaine destination des œuvres, le Musée international de la mémoire et de l'esclavage à Ouidah, et ensuite une exposition itinérante qui doit démarrer par le Maroc. Par le Maroc. Le musée n'est pas forcément un prêt. Le MIME, c'est le Musée international de mémoire de la mémoire et de l'esclavage qui est à Ouidah. Vous savez que c'est l'ancien fort portugais qui est en train d'être réhabilité. De faire peau neuve. Voilà, de faire peau neuve. Je crois, après ça, il y aura le Maroc. Avant ça, pardon, il y aura le Maroc. Et après, il y aura Ouidah, il y aura Abomey, pourquoi pas Natitengu, Kandi, Niki, dans tous les recoins du Bénin. La destination finale, c'est Abomey. C'est Abomey. Et déjà, les princes de la cité des Rukwayavi piaffent d'impatience. Ils piaffent d'impatience, les princes et princesses de la cité historique d'Abomey. Mais ils doivent piaffer d'impatience parce que les œuvres ont quitté là et ils doivent revenir. Je ne sais pas si vous allez me permettre. C'est un adage en langue fongbe. Nous sommes prenons gonkwea. Donc les œuvres iront véritablement dans cet endroit-là. Et ce serait la bienvenue. Mais il faut le faire remarquer, et le président Patrice Talon l'a bien noté, ce n'est plus des œuvres d'Abomey, c'est des œuvres nationales, c'est pour tout le pays. Désormais, c'est un patrimoine national. Oui, c'est un patrimoine national. Au-delà de tout ça, c'est une éducation artistique que Patrice Talon est en train de donner au peuple béninois. Les Béninois n'étaient pas habitués à aller admirer et contempler des chefs-d'œuvre, des tableaux. Et cela va perdurer. Et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup apprécié la communication autour de ces œuvres-là. Vous l'avez dit tantôt, j'ai fait un travail de recherche, un travail scientifique sur ce sujet-là. D'abord, avant l'arrivée des œuvres, toute la communication qu'il y a eu autour depuis les travaux de restitution, depuis les préalables, hein, ça a commencé depuis des années. Il y a eu notamment cette étude menée par Savoy et Felwinsa, voilà, qui a proposé la restitution de plusieurs œuvres. Mais au finish, c'est 26 œuvres qu'on a eu pour le moment. Le chef de l'État en France a réclamé, avant le retour de ces œuvres-là, quand il était à Paris, le retour d'autres œuvres, comme par exemple la tablette de goût. La tablette de Guédégbé. Pardon, la tablette de ce devin-là. Et vous savez qui est le devin Guédégbé pour Béhanzin. Vous savez qui est le devin Guédégbé pour le chef de l'État même. Et la statuette du goût et beaucoup d'autres choses que le Bénin mérite de recevoir. Je l'annonçais à l'entame de cette émission, Julien Kiti, chroniqueur politique, devrait être avec nous. Il a fini par nous rejoindre. Julien Kiti, bonsoir. Bonsoir les laïcs, bonsoir Yves-Patrick Loco, bonsoir aux amis téléspectateurs. Chroniqueur politique avec une longue carrière de journaliste, vous avez fait Radio Tokpa,
Radio Trade d'Union de Boycon, où on s'est connu d'ailleurs. Radio Tado FM, Dabo Mekalavi. Bon, il y a une étape que je n'aime pas oublier, pour ne pas être cité souvent parmi les étapes hautement professionnelles, c'est Radio Univers. Radio Univers. Je le dis pour exprimer une pensée. Ces jeunes, en direction de ces jeunes qui tiennent cette maison aujourd'hui. J'ai fait un tour il n'y a pas longtemps, c'est plus vraiment la grande forme, alors que c'est bon que ça continue et que, anciens, nous puissions, nous tous, contribuer à ce que ça tienne toujours. Et donc, bon, dans les années universitaires, c'était ça d'abord. Et je ne voudrais pas, pour ne pas prendre du temps, parce que je suis tenté de le faire, étant en face de quelqu'un qui, malgré notre différence de génération, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu à passer, on a vécu des passions et des étreintes intellectuelles liées à cette profession de journaliste à une autre époque, avant même Radio Univers. Mais bon, le parcours, les années passent, mais je ne sais pas s'il faut continuer à se célébrer. Il faut simplement voir les enjeux du moment, jouer sa partition et savoir que le jour où on quitte cette terre, on n'aurait pas vécu inutile, c'est tout. Je suis aussi un produit de Radio Univers. On va fermer cette parenthèse. Très bien. Nous faisons le décryptage de l'actualité nationale. On a déjà parlé de Patrice Talon qui était face au patronat français. Actuellement, on est en train de faire le bilan de la saison 2 de l'exposition diptyque au Palais de la Marina. Ben, je pense que, comme je l'entendais dire tout à l'heure, Yves-Patrick Loco, c'est une belle et bonne voie historique expérience qui laisse des traces indélébiles. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de dire sur votre plateau ici que l'un des traits caractéristiques que je trouve et que j'admire pour le président de la République du Bénin, Patrice Talon, c'est en plus d'allumer le cerveau des Béninois sur des choses qu'ils peuvent faire, des complexes dont ils peuvent se débarrasser. Il agit, il donne la preuve qu'on peut faire là où tout le monde crie qu'on ne peut pas faire. Dans le processus qui a conduit donc au retour de ces trésors royaux, combien de fois on n'a pas entendu est-ce que ces Béninois pourront créer les conditions pour entretenir ces œuvres. Le plus dur, c'était de l'entendre des Français. Comme si ces œuvres étaient de là-bas. Comme si les meilleurs, ceux qui ont créé ces œuvres, ceux qui les ont investis de pouvoir, ont eu besoin d'aller chercher la technologie, l'expertise française avant de le faire. Mais au même moment, la question des musées, la question de conservation, d'entretien des œuvres du genre, le secteur s'est professionnalisé. Et aujourd'hui, il y a des normes. Et donc, quand vous avez le regard de l'UNESCO, qui a une forme aujourd'hui un peu plus rigoureuse, qui peut vous dire, vous ne pouvez pas conserver ces œuvres dans telle condition, eh bien, le chef de l'État béninois a tenu compte de tout ça et a donné la preuve, à travers cette exposition, que oui, nous pouvons. Ensuite, en plus de ces œuvres-là, il a donné la preuve que nous pouvons organiser des expositions d'un niveau assez universellement acceptable. Ce qui a fait, et j'ai été heureux de voir que je ne sais pas quel dieu du Bénin nous a aidé ou a poussé le président français à venir faire l'aveu lui-même sur la terre de nos aïeux, que il est sidéré par ce qui a été fait par ici et qu'il demande, il plaide même que ce type d'exposition soit organisé en France. J'y ai vu d'abord la confirmation de ce qu'on pouvait. C'est ça aussi ce que Patrice Talon nous offre. Et il faut que les Béninois se disent, pendant qu'il finit de vous offrir ça, il faut que chacun se dise, oui, je peux, donc pour la suite. En plus de ça, il y a comme un changement de direction par rapport à la pensée, à la perception qu'on avait de l'Afrique. Aujourd'hui, on peut exporter de l'expertise vers ceux qui pensaient en détenir l'exclusivité. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement divin dans ce qui se passe. Permettez-moi de faire parler ma part de superstition. Que ces œuvres reviennent ici et que le représentant contemporain de ceux qui les ont
nous les ont dérobés, reviennent dire sur nos terres que oui, vous pouviez les garder et que vous pouviez même venir partager avec nous votre si bonne manière de le faire. Bon, moi, je trouve que c'est bien. Maintenant, les Béninois, on est rentré après dans une phase pédagogique qui m'a, moi, plu. Après la première phase où tous les Béninois avaient cette passion d'aller voir, d'y prendre des photos, d'y vivre même des émotions extrêmes, parce que moi, je me suis retrouvé dans des pièces où on écoutait un peu comme dans la salle où il y avait les Hassins. Les Hassins. D'accord. Et quoique cela ressemblait le décor même vous invite au recueillement. Hein. Je vous jure, et vous y entrez, vous sentez que c'est chargé. Et après, vous entendez une voix. Alors, tel que c'est fait, moi, je n'ai rien ressenti d'artificiel là, quand j'y suis entré. J'ai eu l'impression que oui, mais c'est ça le Bénin. C'est vraiment ce qui nous a été dérobé. Alors quand on a fini de faire ça, de vivre ces passions-là, après on a dit, il faut que les groupes organisés, des associations, des jeunes, des femmes, il faut que des élèves, on est allé jusqu'à consacrer une période aux enfants, je dis n'importe quoi, de 5 à 12 ans, je crois. Pour des ateliers. Voilà, pour des ateliers. Ces enfants à qui il n'y avait qu'à raconter ces histoires pour que, à l'âge adulte, il soit autre chose que ce que nous avons coutume d'appeler les produits nouveaux programmes, qui connaissent pas leur histoire et qui ne sont pas capables d'être, au lieu d'être des intellectuels, qui deviennent des lettrés en français. Et donc, pour moi, je trouve que c'est le plein du succès, quoi. Je ne sais pas. Je cherche des expériments, des failles, des défauts à trouver à ce qui a été fait. Maintenant, la suite, tous les Béninois, je l'ai dit à un des acteurs majeurs de la culture sur ce plateau, M. Tola Koukoui, je lui ai dit, vous avez tout le temps dit, il faut la volonté politique. Patrice Talon, dès qu'il est arrivé, il a d'abord montré qu'il est un féru de l'art lui-même. Il s'installe, il demande à ce qu'on lui offre du spectacle, qu'on lui fasse du Condor le requin. Après, il montre que lui-même, il adore les objets d'art. Après, contre toute attente, quand on revisite l'histoire, il va à Paris, il décroche ses 26 œuvres. Et au lieu de s'extasier devant le président français à l'idée qu'il a eu, ce que personne n'a jamais eu, il dit, bon, j'ai eu ça, mais j'en veux plus. Et mieux, je connais ce que je veux prioritairement. Je veux donc cette tablette de Guédégbé dont vous avez parlé. Julien qui dit, on va évoluer dans le débat. On a plusieurs autres sujets à décortiquer. Si vous permettez, en 30 secondes. Voilà, Jules a dit qu'il n'a pas trouvé de faille à cette exposition. Il n'y avait pas de faille à trouver, mais il y a quelques anecdotes autour de... Moi, j'ai pu remarquer, par exemple, que des gens sont venus visiter cette exposition-là et ont enlevé les chaussures. Vous voyez la charge émotionnelle que ça fait. C'est très important. Les gens se sont même prosternés devant la voiture. Le fait spontanément, vous voyez, ça montre combien de fois... Et devant une œuvre contemporaine de Charlie d'Almeida, par exemple, il y a un monsieur qui a demandé la main de sa fiancée. Voilà. C'est des choses à retenir. Voilà. Alors, troisième sujet à aborder, c'est la montée des eaux par ces temps d'inondation. Le communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique invite à l'observance stricte de ces consignes. Je vais les rappeler rapidement. Respecter les mesures de protection civile prises par les autorités politico-administratives. Suivre régulièrement les émissions radiophoniques. Éviter de traverser les cours d'eau. Les transports fluviaux nocturnes avec des bacs surchargés en violation de la réglementation sur le transport fluvial, éviter de se baigner dans les cours d'eau ou d'y faire ses besoins, éviter de vivre dans les maisons menacées de ruines susceptibles de s'écrouler par l'effet des eaux ou celles dont les fils électriques sont immergés. Yves-Patrick Loko. Oui, c'est malheureusement cyclique cette situation-là que vivent les populations, notamment dans la partie septentrionale de notre pays. Mais pas que, hein? Pas que là, parce que ça va venir à Ouinri, après ça va à aussi Doro, oui, à Savalou, voilà. Et il y a eu un pont qui a presque disparu. Donc c'est malheureux, mais c'est les intempéries. Partout ailleurs, ça se passe. Ce n'est pas qu'au Bénin qu'on observe cette situation-là. Vous avez vu le cas récent au Pakistan.
au Niger à côté. Donc, il faut que les populations réellement suivent les recommandations faites par le gouvernement, notamment à travers le ministère de l'Intérieur. Il faut également que très rapidement des moyens soient déployés. On a l'Agence nationale de protection civile, l'ANPC, qui par le passé a déjà démontré de quoi elle est capable. Il faut de la sensibilisation, il faut que les élus locaux accompagnent réellement le gouvernement, il faut que les têtes couronnées, toute la population quand même puisse accompagner et aider réellement ceux qui actuellement ploient sous le joug de cette situation-là, des intempéries qui malheureusement, on a besoin de la pluie, pour la culture, mais quand elle vient en abondance, bonjour les dégâts. Donc il faut réellement que les mesures édictées soient respectées soient vraiment respectées. Julien Kiti, les populations sont donc invitées à une vigilance accrue. Mais oui, mais je vais être, parce qu'il s'agit de la vie des êtres humains, je ne vais pas être très tendre. Je pense qu'on est dans une période où c'est très bien de renforcer la communication autour des mesures à prendre. Mais tout le monde sait qu'en communication sociale, pour que quelqu'un en arrive à intégrer des gestes précis pour se sauver de situations dans ses compétences de vie courante, pour pouvoir échapper à un drame, on nous a enseigné qu'il y a plusieurs étapes. Il faut répéter, il faut qu'il ait le temps de l'intégrer, il faut que le geste, il le fasse et qu'il soit habitué à ça et qu'il puisse l'implémenter. Mais j'ai l'impression, à moins que je me trompe, depuis que j'allais à l'école, depuis le cours primaire, je ne me rappelle pas ces leçons-là précisément, mais il semble qu'on me disait depuis ce temps qu'à des périodes données, il y a des coups d'eau qui montent, la crue et la décrue. Et après, les eaux qui montent du nord vers le sud. Il y a des zones, vu leur relief, qui reçoivent une pression, une vitesse d'eau un peu plus grande, et donc ça fait des dégâts. Parce que ce n'est pas que la pluie. Et pourquoi, dans les périodes où on n'est pas encore en situation, pourquoi cette agence-là de protection civile, pourquoi le ministère de l'Intérieur, pourquoi les organisations non gouvernementales qui interviennent dans ce domaine, dans le domaine des catastrophes, il y a même un réseau de journalistes spécialisés dans les questions de catastrophes, je crois bien. Et puis, il y a des spécialistes dans nos universités qui sont capables, moi j'aurais aimé que ce fut 2 mois, 3 mois avant, et qu'on ait commencé à donner de l'alerte pour dire en telle période, le risque peut ne pas venir, mais la situation peut ne pas venir, peut ne pas survenir, mais le risque est là. Donc on peut planifier ça. Alors si par exemple... Le gouvernement l'a toujours fait. Il y a le SAP, le système d'alerte précoce, oui, mais je suis d'accord, qui existe. Et de nos jours, même les populations sont intégrées à ce système-là pour donner l'alerte. Ce à quoi moi j'aurais aimé qu'on assiste, c'est quoi? Tout compte fait, ne nous voilons pas la face. C'est parce qu'on a dit la vérité sur un certain nombre de domaines que le gouvernement, un gouvernement aussi conscient que celui du président Patrice Talon, a mis suffisamment de moyens dans certains domaines. Dans ce domaine-là, comment on fait pour qu'il n'y ait pas de perte en vie humaine? Parce que quand les populations se comportent comme si elles sont surprises par l'eau, si c'est nécessaire d'évacuer des zones carrément, d'évacuer ces populations de là pour un temps, il faut le faire. Parce que quand ça vient... C'est de lourds moyens qui vont être déployés, oui, les exécutifs y pensent certainement. De lourds moyens, moi je préfère, parce que conscient de ce que je suis en face d'un exécutif qui est capable d'agir et qui agit parce qu'il dit qu'il va agir, je préfère donner davantage l'alerte pour dire, c'est bien de dire ce qu'on est en train de dire maintenant, que les populations le fassent, mais est-ce qu'il ne faut pas déployer des équipes, par exemple, si actuellement, si on sait que c'est déjà à l'étape de Boycon, je dis Boycon, de Savalou, si on évalue peut-être que je suis sous-informé, peut-être qu'il y a des équipes
sur le terrain. Moi, je souhaite... Vous n'êtes pas un technicien de la chose, Julien Kéti. Je ne suis pas un technicien, donc je suis en train... C'est pourquoi Vous êtes plus intéressé par la politique actuellement. C'est pourquoi je suis très humble en disant que peut-être que je suis sous-informé, peut-être qu'ils sont sur le terrain, mais moi, j'imagine ce que, du point de vue de la communication, on vous aura compris, Patrick Lecourt, vous voulez répondre à Julien Kéti sur la question, certainement. Non, il y a le système d'alerte précoce qui est là. Actuellement, même, il y a un système d'alerte sur une plateforme numérique où quand ça commence par monter, on alerte les autorités. Je crois que ça va faire son chemin. Les chefs villages sont mis à contribution. À contribution, tout le monde est mis à contribution. Et que ça ne s'arrête pas seulement au numérique. Voilà. Pour les chefs du village, quand non, les populations, tout le monde est intéressé. Okay. Voilà, donc on donne précocement l'alerte. Maintenant, il faut... On peut donner la lettre. Une chose est de donner la lettre, l'autre chose est que ça soit respecté. Ouais. Il y a par exemple, vous avez vu dans le cas de la guerre en Ukraine, par exemple, il y a une dame, il y a des gens qui vivent autour des zones bombardées, mais ne veulent pas quitter. Voilà. Ils sont attachés à leur maison, ils sont attachés à leurs champs, sont attachés à leurs biens et ne veulent pas quitter. Et le Béninois est vraiment attaché à sa terre. À sa terre. Donc, vous avez des gens qui vont superposer des briques dans leur chambre, voilà, et mettre le lit dessus en pensant que, bon, quand l'eau va arriver, pour moi qui suis né dans un milieu totalement lacustre, ce qu'on dit là, c'est différent de lorsque vous êtes déjà dans la zone, vous savez que la crue va arriver, il y a l'eau qui approche les maisons et tout, c'est différent. Parce que quand ça vient, là où ça fait des dégâts, c'est que ça vient subitement. Des gens peuvent être en train de dormir la nuit, que ça vient. Si c'est nécessaire d'évacuer, et je sais qu'on a un régime où il ne faut pas qu'il y ait des gens qui disent c'est mieux que votre champ soit dévasté par les eaux. C'est mieux qu'on vous dise dégagez vos effets, que votre maison tombe, et que vous soyez en vie et qu'après vous reveniez. Et puis c'est sûr que le gouvernement qui vous regarde vivre ça ne vous laissera pas aussi. Donc, je souhaite, moi, qu'au Bénin, nous fassions la différence, qu'il n'y ait pas un seul de Béninois, de nos compatriotes qui meurent dans ça, parce que j'apprends qu'au Niger, c'est près d'une centaine, 80 et quelques personnes qui sont décédées. Et donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. Le gouvernement veille au grain et va anticiper sûrement. À présent, destination la Russie, c'est dans la rubrique Interactu. L'ancien dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev a tiré sa révérence le 30 août dernier. Il a dirigé l'URSS de 85 à 91. Son nom va rester gravé dans l'histoire parce qu'il a su amorcer une politique de libéralisation de l'Empire soviétique. Oui, absolument. Des mots comme la perestroïka, la glasnost sont restés attachés à Mikhail Gorbatchev. Reconstruction et transparence. Voilà, transparence qui a été inhumée hier samedi, mais qui n'a pas reçu les hommages véritables qu'il faut, parce que vous savez qui dirige la Russie actuellement, c'est Vladimir Poutine, Vladimir Poutine qui n'a forcément pas accepté. Voilà, cette ouverture. Son hommage a été bref. Voilà, cette ouverture faite par Mikhail Gorbatchev, on se rappelle ce 2 décembre 1991 sur un porte-avions avec George Bush senior, voilà, George Bush père, où lui dit que ce n'est pas forcément la course à l'armement qui compte. Donc, c'est véritablement quelqu'un qui était peut-être en avance sur son temps. Et vous savez, ceux qui sont en avance sur leur temps ne sont pas forcément compris, ne sont d'ailleurs jamais compris. C'est peut-être à leur mort, à leur disparition qu'on comprend l'idée qu'ils ont voulu véhiculer. Et peut-être que Vladimir Poutine va le comprendre un jour, mais ce n'est pas les hommages dus à son rang qui lui ont été forcément rendus. Sa démission le 25 décembre 1991 a contribué à l'éclatement du bloc communiste.
Oui, mais ça ressemble parfaitement aussi, quand vous revisitez l'histoire de Gorbatchev, ça ressemble parfaitement à des types de personnes qu'il est en train d'appeler des gens qui sont en avance sur leur temps. Et moi, je vais ajouter, je parle de détachement. S'il n'est pas accroché, et il fait des ouvertures, ça veut dire qu'il n'est pas accroché au pouvoir que lui, personnellement, il peut exercer. Parce qu'il sait que lorsque vous faites de l'ouverture, vous permettez à ce que ça respire votre gouvernance et que des gens qui ont soif est-ce que je vais parler d'autodétermination, d'un certain nombre de liberté puissent l'avoir. Quand vous mourrez après, vous restez dans l'histoire. Mais depuis quand on entend parler de Gorbatchev, pour qu'il meure aujourd'hui et que ça se passe aussi facilement, moi, je pense qu'il faut voir que c'est déjà trop même que Poutine lui ait rendu l'hommage que vous dites, vous qualifiez. En quelques mots. Non, il aurait pu ne pas le faire. Il aurait pu ne pas le faire. Et ironie du sort, il meurt au moment où Poutine est en train de lutter justement contre les effets de cet éclatement. Elle est ukrainienne. Elle est ukrainienne. Bon, voilà. Et donc, c'est comme si tous les signes sont réunis pour que Poutine souhaite même que Gorbatchev meure dans sa chambre et qu'on n'en parle même pas. Parce que il est en train de colmater les brèches, de tenter de réunifier ce que l'action de Gorbatchev a permis d'éclater. Et mieux, lorsqu'on revient maintenant à la famille, ça, je vous fais l'aveu que je ne savais pas que la mère de Gorbatchev était ukrainienne. Et donc, ironie du sort, si vous le permettez, je vous coupe rapidement, Julien Kitty. L'Ukraine, qui est d'actualité aujourd'hui, est le premier pays qui a revendiqué son indépendance du bloc socialiste. Voilà. Et donc, célébrer Gorbatchev pour Poutine aujourd'hui, c'est pratiquement aller contre l'action dans laquelle il est véritablement engagé, parce que au-delà de la guerre qu'il fait, c'est toute une philosophie derrière, c'est de dire je retrouve l'unicité de tout le territoire. Maintenant, là où il n'y a pas de lisibilité avec lui, parce qu'en plus de tuer des hommes, je dis, mais Poutine, il le veut pourquoi? Est-il éternel? Est-il éternel? Mais il faut se réjouir. Il reproche à Gorbatchev l'éclatement d'une superpuissance. Absolument. Oui, mais l'éclatement d'une superpuissance, mais après, la superpuissance est faite de quoi? Ce n'est pas que des territoires, c'est aussi des hommes. Est-ce qu'après, les hommes se sont sentis à l'aise? Est-ce qu'au plan économique, les gens ont pu trouver leur chemin? Et aujourd'hui, la guerre que lui, il fait à l'Ukraine, dont on ne pourrait pas envisager d'effets bénéfiques tout de suite, ça apporte quoi de meilleur à l'économie? Ça apporte quoi de mieux que l'éclatement? Et quelle assurance a-t-il que, ce ne sera plus du vivant de Gorbatchev, mais s'il ne s'est pas fait, je ne veux pas lui souhaiter sa fin, mais quand lui serait parti, rien ne prouve que l'unification, la réunification dont il rêve serait déjà une réalité. Et il va peut-être mourir et on va continuer à parler de Gorbatchev parce qu'on aura la preuve que c'est Gorbatchev qui avait raison. Mais j'en aurais fini en disant, mais il a eu beaucoup de chance, lui, Gorbatchev, parce que des gens qui sont en avance sur leur temps, qui presque sont des prophètes et donnent autant de liberté aux gens, en plus d'être incompris, ils ont été souvent éliminés. Lorsque vous faites ils ont le souvent un destin d'étoile filante. Voilà. Et bon, mais que lui, il est resté jusqu'à 91 ans et celui qui l'a contraint à la démission, Boris Eltsine, est parti des années avant lui. Ça veut dire donc, que Dieu lui a fait la grâce de voir beaucoup de choses. Beaucoup de grâce divine. Et l'engagement de Gorbatchev lui a valu justement le prix Nobel de la paix en 90. En 90. Mais je ne sais pas, faites la comparaison, quel prix Nobel on donnerait à Poutine avant sa mort? Nous ne sommes pas dans l'académie qui donne ces prix-là. Mais je crois que des gens doivent se casser beaucoup les neurones avant de trouver un prix Nobel à lui donner. Est-ce que ce sera le prix de l'invention de Satan 2, c'est ça? Oui. Est-ce que les effets de la guerre peuvent être célébrés pour un prix Nobel? Non. Pourquoi nous vivons alors si c'est juste pour la fierté de dire j'ai fait ça, j'ai fait parler de moi, j'ai montré que je suis puissant, alors qu'avant moi, il y a des gens qui ont montré que
on peut vivre en permettant aux autres de respirer. Et puis parlant de Mikhail Gorbatchev, il n'aurait pas fait cette ouverture-là que peut-être la Troisième Guerre mondiale aurait été une effectivité de plus longtemps. Oui. Donc paix à l'âme de l'illustre. Preuve que tant que la guerre n'intervient que lorsqu'il y a une action acharnée à étouffer des aspirations à la liberté. Et la guerre que mène Poutine, vous allez voir, il est dans l'usure là. Parce que voilà un peuple qui est tué tous les jours, mais qui résiste, qui dit, soit vous exterminez la population ukrainienne, ou bien nous continuons de dire, nous voulons vivre et être nous-mêmes. On ne le souhaite pas. Intéressons-nous à présent à l'actualité sur la toile. C'est dans la rubrique « Les potins de la toile ». Julien Kitty, Paul Pogba, qui est accusé par son frère Mathias Pogba d'avoir marabouté Kylian Mbappé. De son côté, Paul Pogba avoue être victime d'extorsion orchestrée par son frère Mathias. C'est une affaire qui a enflammé la toile cette semaine. Bon, je pense, j'ai envie de dire, c'est une affaire africano-africaine qu'on demande à la culture occidentale de décanter. Je veux bien rentrer dans la tête de ces juges à qui on dira il y a des preuves de tentative de maraboutage et une profession que moi j'ai ratée. Si j'étais avocat, j'aurais bien aimé défendre Paul Pogba et demander aux juges de m'apporter l'expertise qui confirme qu'il y a eu tentative de maraboutage ou il y a eu maraboutage. Parce que les effets de maraboutage, il n'y a pas des outils scientifiques à l'occidental qui puissent les tester, les évaluer, les attester. Alors, au-delà de ça, il y a que je me pose la question de savoir pourquoi le grand frère à Paul pense qu'il peut régler des comptes à son frère de cette façon. Je leur fais l'excuse. En faisant une vidéo. Je leur fais l'excuse que, bon, voilà, parce que j'ai revisité l'histoire. C'était quand même une fratrie fusionnelle. Ils étaient tout petits lorsque leur mère les a amenés en France, oui. Où était déjà le papa, qui lui-même aussi a tenté une carrière de footballeur, et des familles, une famille disloquée après. Mais le père et la mère, même à distance, se sont entendus pour bien éduquer les enfants dans des espaces. C'est vrai, ils ont évolué dans des espaces où il y a beaucoup de gangstérisme, mais ils ont été plus ou moins bien éduqués et ils nous ont affiché jusque-là une bonne entente. Une famille unie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le grand frère n'a pas pu parler à leur mère, se plaindre de ce qu'il a telle récrimination contre Paul? Est-ce que l'affaire n'était pas discutée en famille? Parce que ça n'est pas africain, ça, ce qui se passe. C'est même pas humain au-delà de ne pas être africain. Maintenant, comment le grand frère, qui a été dans le monde du football également, qui est toujours sans avoir le même succès, connu le succès que Paul, d'ailleurs, son frère jumeau aussi a tenté une carrière footballistique, mais que ce soit le jeune frère qui a réussi, mais comment il ne peut pas comprendre que... Depuis leur enfance, Paul était la star. Avec sa déclaration à lui seul, comment il ne peut pas comprendre qu'il met l'équipe, les Bleus, l'équipe française en difficulté. À moins de 3 mois de la Coupe du Monde, la Fédération française de football, tout le milieu du football, famille Mbappé. Et puis, il va jusqu'à dire, Faïza, la mère de Mbappé, qui aurait été en griffe sautée par son frère. Alors, la finalité, c'est quoi? C'est pour dire que, vous voyez, quand j'entendais Emmanuel Chi Adebayor dire ces genres de choses sur les réseaux sociaux, devant les médias, j'avoue que tout le temps, je n'ai pas été d'accord avec lui.
sans pour autant dire il ne vit pas ça. Cela se Mais comprend. ça montre que c'est possible que vous ayez des frères, même père, même mère, comme on le dit vulgairement chez nous, qui soient capables de vous faire ça. Mais ça va être... Et Patrick Loco, des frères parasites, pratiquement, mais qui deviennent après des ingrats. Des ingrats, je les ai vus danser à trois à la fratrie Pogba. Une vidéo a circulé, c'était de la bonne ambiance. Et il y avait, je coupe pas, mais un petit commentaire que moi j'ai vu sur cette vidéo. Quelqu'un a écrit, quand il envoyait les millions, il faisait les transferts, ça dansait bien. Voilà, il était bon. Mais c'est dommage ce qui arrive à cette belle famille d'origine guinéenne, la famille Pogba. Une mauvaise image de l'Afrique projetée. Tout de même. Oui, je crois que c'est une mauvaise, encore que des pratiques comme ça se passent en Occident. C'est pas un apanage africain. Quelqu'un blaguait pour dire que les Pogba ne sont pas guinéens, que c'est un nom qui ressemble à un nom béninois. Mais nous, on ne fait pas ça. C'est vrai que dans certaines familles, il y a cette méchanceté-là, où on en arrive même à tenter à la vie de son frère, de son papa, de sa mère. C'est bien dommage ce qui se passe, et je crois que c'est avec la tête reposée qu'ils pourront véritablement disséquer cette situation-là. Mathias qui met en difficulté la mère de handballeuse, je crois, la maman de Kylian Mbappé et Faiza Lamira, parce que ça va être qui met mal à l'aise tout le monde. Je crois que très rapidement, il faut que quelqu'un leur parle pour que la balle soit véritablement mise à terre. Mais maintenant, ce qui est dommage, c'est que c'est parti. Quand ça part en vrille comme ça, on ne peut plus récupérer. Mais je crois qu'on peut atténuer les effets néfastes de cette situation-là. Oui. 30 secondes pour finir. Oui. Moi, je voudrais espérer que face aux questions qui se posent actuellement, est-ce que la Fédération française de football va se séparer de Paul Pogba? La ministre des Sports est montée au créneau. Oui, je pense que la Fédération a bien fait de dire jusqu'à preuve du contraire, ils font confiance à Paul Pogba, parce que la seule chance qu'ils ont actuellement, c'est que l'équipe française est composée, je ne veux pas dire à 75% de blacks. Alors, si ce n'était pas le cas, et qu'il y avait seulement 2-3 blacks, y compris Pogba, ça allait être très facile pour la Fédération française de football de se débarrasser d'eux, parce que se débarrasser de Pogba aujourd'hui, c'est consacrer le fait que on veut se débarrasser de ceux qui ont habitué à la pratique de maraboutage. Et alors, qui parmi les Africains, les joueurs français d'origine africaine, n'ont pas de parents qui savent ce qu'on appelle maraboutage? Et j'en aurais fini lorsque j'aurais dit, je veux bien, je réitère cette préoccupation, je veux bien savoir comment la justice française, parce qu'il y aura un côté, un procès autour de ça, ne serait-ce qu'entre Mathias et Paul. Alors, comment la justice française... La preuve est la rançon du droit, dit-on. Absolument. Oui, mais au Bénin même, on juge des affaires de pratiques de charlatanisme. Oui, mais là, vous allez lire les textes. Il faut avoir des preuves directes. Il faut avoir trouvé donc le petit gris-gris de ce marabout. On verra bien la suite. Merci à vous pour vos différentes analyses. C'est déjà la fin de l'émission. Je peux passer un petit mot rapidement. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je rappelle que j'étais au début de Club Média 7 où j'étais chargé de la revue de presse internationale. Oui, c'est vrai. Alors, je le rappelle rapidement, j'ai reçu ce dimanche Julien Kitty qui a accusé un léger retard. Chroniqueur politique. Ça n'arrive pas tous les jours. Je présente mes excuses aux amis téléspectateurs. Excuses acceptées en leur nom. Yves Patrick Loco, journaliste à la Radio Nationale. Merci à vous. Merci. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.